Bonjour. Chelsea est allé arracher le point du match nul sur la pelouse du Real Madrid. Logiquement, l'on devrait se réjouir et dire que le petit Chelsea, pardonnez l'expression, en demi-finale allée de la Champions League sur le stade du Grand Real, fait un but partout est un bon score. Oui, il est un bon score, sauf qu'au vu du déroulement de cette rencontre, Chelsea a véritablement des regrets à se faire. Ce Real Madrid que nous avons vu hier était un Real Madrid prenable. Chelsea aurait dû, surtout pendant la première mi-temps, faire le break et le Real n'a dû son salut qu'à la maladresse de l'attaque de Chelsea, notamment Timo Werner. Chelsea a curieusement, et c'est inhabituel pour le Real, remporté la bataille du milieu de terrain. Kroos, Casemiro, Modric, des joueurs de métier, étaient presque inexistants face à un N'Golo Kanté, et même l'égalisation de Benzema n'est pas consécutive à une action construite, mais plutôt un geste de génie d'un joueur qui, tous les jours, repousse de plus en plus ses mérites. Chelsea a vraiment des reproches à se faire, d'autant plus qu'on imagine mal le Real Madrid donner une copie aussi piteuse, notamment celle qu'elle a donnée en première mi-temps. La seconde mi-temps a été un peu plus équilibrée. Chelsea n'a plus beaucoup pressé, mais jusque-là, ce n'était pas le grand Real qu'on connaît. Ce n'était pas ce Real-là, friand de sagesse, friand de calme, qui sait si bien dominer ses adversaires. Chelsea a peut-être raté sa qualification hier, bien qu'il y ait encore un match retour qui va se jouer dans une semaine du côté de Stamford Bridge. Avantage à Chelsea, mais ce Chelsea d'hier aurait pu véritablement avoir un score plus satisfaisant. Au niveau des tops et des flops chez Real, le flop, c'est inévitablement Marcelo. Marcelo qui, on a vu, est volontaire, mais hors sujet. Marcelo qui n'a plus cette fraîcheur-là. Le Real a opté, en l'absence de Mendy, pour un système de 3-5-2 avec Carvajal et Marcelo sur les côtés un peu plus avancés. Mais très rapidement, Zidane a été obligé de changer son système parce que Marcelo n'arrivait pas à tenir la trajet haute. C'est presque vraiment le signe de la fin pour ce Marcelo qui nous a longtemps régalé avec des performances de haut vol. Côté top, et c'est incontestable du côté du Real Madrid, c'est une fois de plus Benzema. Benzema, on se demande chaque fois ce qu'il va encore nous offrir de plus et de mieux. Benzema qui est, par ce but, un amorti enchaîné de la tête, de la poitrine, plus une reprise de volée foudroyante. Benzema qui hier a atteint Raoul à la 4e place des joueurs les plus prolifiques en Champions League. Raoul Gonzalo Blanco n'ont pu faire mieux que Robert Lewandowski, 73 buts, qui est à la portée de Benzema, mais surtout Lionel Messi, 120 buts, et Sa Majesté Cristiano Ronaldo, 134 buts. Le match retour, c'est dans une semaine. Non, on espère que Chelsea va pouvoir ne pas regretter les occasions qu'ils ont eues hier. La seconde demi-finale de la Champions League se joue aujourd'hui entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Il faut dire que ces équipes-là ont beaucoup de choses en commun. Ces équipes ont été bâties sur les dollars qataris, achetant beaucoup de joueurs chers,
ne faisant pas, on va le dire ainsi, bon ménage avec le fair play financier, que ce soit le Paris Saint-Germain ou Manchester City. Ces équipes-là sont des locomotives dans leur championnat. Paris Saint-Germain se balade presque en Ligue 1 sur 8 saisons. Paris a été sacré 7 fois champion de France. Manchester City, malgré l'opposition des équipes comme Liverpool, qui ne sont pas rien, Manchester United, FC Chelsea, Arsenal London, Tottenham, Manchester City est parvenu sur les 8 dernières saisons à être sacré 4 fois champion. Et ces deux équipes ont aussi en commun qu'elles n'ont jusqu'à aujourd'hui, malgré ces investissements lourds, elles n'ont pas pu remporter ce qui était leur objectif premier, à savoir la coupe aux grandes oreilles, que ce soit Manchester City ou le Paris Saint-Germain. Malgré tous ces investissements-là, à ce jeu-là, le Paris Saint-Germain semble être, on va le dire ainsi, le meilleur élève, parce que lui, au moins, a été invité à la table de la finale avant de perdre contre le Bayern de Munich, ce qui n'est pas jusqu'à ce jour le cas de Manchester City. Que va faire le Paris Saint-Germain à domicile? Doit-il bomber le torse et prendre l'initiative du jeu, sachant qu'à ce jeu-là, c'est le Manchester City qui est mieux? Que doit faire Manchester City? Doit-il concevoir un système spécial pour contrer Neymar et Mbappé, ou alors doit-il les considérer comme des joueurs normaux comme tout le monde et opter plutôt pour un jeu d'ensemble d'équipe, une possession de balle complète qui permettra de mieux dompter le Paris Saint-Germain, qui permettra de fatiguer le Paris Saint-Germain et les avoir à l'usure. Au vu des matchs contre le Borussia Dortmund, on va dire que le Manchester City au premier match était presque hors sujet, mais au second match a véritablement démontré que même sur la pelouse de Dortmund, il pouvait prendre le jeu à son compte et faire beaucoup de matchs. Ce sera un match à voir comment va réagir le Paris Saint-Germain, le Paris qui avait finalement brisé cette glace qui semblait dire qu'il ne peut pas traverser le cap des demi-finales pour se qualifier pour la finale qu'il avait fait la saison dernière, qui semble plus libéré maintenant. Que va faire Paris? Doit-il parvenir durant ces deux rencontres à se défaire de Manchester City pour atteindre la finale? On le saura à l'issue de ces confrontations-là et nous souhaitons bonne chance à toutes ces équipes. Je ne pourrais pas finir sans parler de la bombe qui a touché le monde du football hier. Un entraîneur acheté à 25 millions d'euros et il se dit même que cette somme est inférieure à la somme réelle. Les deux équipes dans cette période de Corona, ne voulant pas blesser les égos des fans, c'est le transfert de Julian Nagelsmann du RB Leipzig au Bayern de Munich. Julian Nagelsmann, qui à 28 ans était le plus jeune entraîneur à avoir pris une équipe professionnelle, qui à 30 ans était le plus jeune entraîneur à avoir qualifié une équipe professionnelle pour la Champions League, qui à 32 ans était le plus jeune entraîneur à avoir atteint avec une équipe le cap des demi-finales de la Champions League et qui aujourd'hui, à 33 ans, devient l'entraîneur le plus cher de l'histoire du monde. Nagelsmann, c'est cet entraîneur-là qui coche toutes les cases. Lui-même définissait l'entraîneur idéal comme étant une somme entre trois entraîneurs. La maestria tactique de José Mourinho, le beau jeu de Pep Guardiola et l'énergie et la rage de Jürgen Klopp. Voilà comment il définissait lui, le grand entraîneur. Nagelsmann, qui lui a été habitué à être la star dans l'équipe, a été toujours le génie. Quand on allait regarder Hoffenheim jouer, on allait voir l'équipe de Julian Nagelsmann jouer. Lorsqu'on allait voir le RB Leipzig jouer, on allait voir l'équipe de Nagelsmann jouer. Ce Nagelsmann-là, comment il doit réagir aujourd'hui dans un vestiaire avec des mastodontes comme Lewandowski, comme Neuer, comme Müller? Comment doit-il gérer cela? Le Bayern de Munich,
quand vous remportez simplement le titre de champion en Bundesliga, c'est une saison ratée. La saison réussie au Bayern, c'est le doublé, plus au moins les demi-finales de la Champions League. Comment va réagir Julian Nagelsmann dans cette équipe-là? Comment doit-il parvenir à gérer les égos des joueurs? Nagelsmann n'a jamais eu peur de relever les défis, et celui-là, nous le lui souhaitons qu'il le relève aussi. Bonne journée.